cette histoire qui alimente beaucoup de fantasmes, un peu à la manière d'un roman. Ce fait divers est exceptionnel. C'est vrai que cette histoire est exceptionnelle. C'était un couple qui était tellement joyeux, convivial. C'était un couple complètement amoureux. C'était un couple idéal. J'ai jamais vu les volets de cette maison fermés. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Je me disais, où est-ce qu'ils peuvent être? C'est là où la stupeur, l'horreur même va apparaître. On retrouve des corps, et ce sont les corps des enfants et de la mère de famille. L'enquête bascule donc sur une qualification criminelle. Elle est très bien connue, Xavier. C'est un jeune homme très ouvert, assez généreux. C'est un garçon cool. Est-ce que quelqu'un pouvait se douter de quoi que ce soit? C'est non pour tout le monde. L'apparence est lisse, mais le fond n'est pas si lisse que ça. On est quand même dans la magouille, on n'est pas loin de l'escroquerie. Xavier Dupont de Ligonnès était passé maître dans l'art de la manipulation. Il joue avec les autorités. Et en fait, on se rend compte que Xavier Dupont de Ligonnès avait une relation un peu spéciale, un petit peu malsaine avec ses deux meilleurs amis. Il va organiser des séances de triolisme dans des chambres d'hôtel, une sorte de triangle amoureux un peu pervers. Ce qui fait froid dans le dos dans cette affaire, c'est qu'il a acheté tout ce qui pouvait lui permettre de régler dans les moindres détails cette tuerie absolument effroyable. Il nous a dit « Ah, ça me rappelle mon armée quand j'étais prêtre, tueur d'élite. » Oula. Xavier Dupont de Ligonnès n'est donc pas l'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow. C'est très difficile d'organiser une cavale et qu'il faut beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a eu des complicités? Là, on a besoin de soutien logistique, de copains. On a besoin de fric. La seule solution qu'il avait, c'est d'éliminer toute sa famille pour disparaître avec son secret. Je vais coucher l'enfant et sur un seconde. À tout de suite, peut-être. Bonsoir et bienvenue dans Chronique criminelle. C'est l'affaire qui fascine tous les Français. Qu'est devenu Xavier Dupont de Ligonnès? Ce père de famille, bien sous tout rapport, disparaît mystérieusement en avril 2011, alors que les corps de sa femme Agnès et de leurs 4 enfants sont découverts enterrés sous la terrasse de la villa familiale. C'est le début d'une enquête hors norme, une énigme aux multiples rebondissements. Que s'est-il passé? Pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès aurait-il éliminé sa famille? Près de 10 ans après le drame, en août 2020, les journalistes du magazine Society relancent l'enquête et éclairent l'affaire d'un jour nouveau. Xavier Dupont de Ligonnès aurait-il eu des complices? Et s'il était toujours vivant, caché quelque part? Le point sur les mystères de l'affaire de Ligonnès, un document exceptionnel de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Août 2020, au cœur de l'été. Partout en France, sur les plages, en ville ou dans les campagnes, tout le monde s'arrache le magazine Society. En couverture de ses 2 numéros spéciaux, le visage de Xavier Dupont de Ligonnès. Chacun veut son exemplaire et les marchands de journaux sont rapidement en rupture de stock. C'est le phénomène de l'été. À l'intérieur, un article de plus de 70 pages qui se lit comme un roman. La France entière se passionne alors pour cette enquête fleuve qui revient en détail sur l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années. L'affaire Dupont de Ligonnès. Tout commence le 28 avril 2011, paroisse Saint-Félix à Nantes. 5 corbillards attendent devant l'église. Des centaines de journalistes venus couvrir l'événement. Des milliers de personnes venues se recueillir. Faute de place, beaucoup d'entre elles sont obligées de rester dehors. Parmi la foule, les copains des enfants. Dans l'église, certains adressent un dernier message aux victimes. Que de rires, de pleurs partagés dans ce moment, de complicité indénombrable. Tu laisses derrière toi tellement d'amis qui pleurent ton départ si soudain. Mais par notre foi, nous avons la certitude que tu seras toujours auprès de nous et que là où tu es maintenant, tu n'es pas seul. Tu restes auprès de ta mère et tes frères si chers à tes yeux. On te remet à Dieu. Merci d'avoir été toi.
La messe est célébrée à la mémoire d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants. À l'intérieur, un ami de la famille leur rend un dernier hommage. Agnès, Arthur, Thomas, Anne, Benoît, nous ne vous oublierons pas. Les 5 cercueils sont déposés un à un dans les corbillards. Le cortège se dirige vers le crématorium où les corps vont être incinérés. La ville est en deuil et toute la France est sous le choc. Le quintuple meurtre fait la une de tous les journaux. Une famille entière décimée, l'horreur du drame sidère tout le pays. D'autant que l'homme soupçonné de les avoir tués n'est autre que le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès. Pour les enquêteurs, il fait figure de suspect numéro 1. Recherché par toutes les polices de France, Ligonnès reste introuvable. Dupont de Ligonnès était-il capable d'un tel geste? L'un des frères d'Agnès, l'épouse de Xavier, répond à la question. Je le connais très bien. C'est tout ce que je dis depuis très très longtemps. Ici, la question, c'est est-ce que quelqu'un pouvait se douter de quoi que ce soit? C'est non pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, comment un tel massacre a-t-il pu être commis? Xavier Dupont de Ligonnès pourrait-il être l'auteur de ces crimes? Et pourquoi aurait-il tué toute sa famille? Tout commence à Nantes, dans ce quartier tranquille, au numéro 55 du boulevard Schumann. C'est dans cette maison qu'habitait la famille de Ligonnès. Sur la porte, des scellés posés par la police. Une semaine après le drame, des anonymes déposent encore des bouquets de fleurs et des lettres d'adieu. La famille Dupont de Ligonnès louait cette maison depuis 2003. Une famille unie et apparemment discrète. On est habitué dans le coin, autour du 55 avenue Robert Schumann à Nantes, à voir les allées et venues de la famille de Ligonnès. Ils sont quand même plusieurs. Il y a la mère, il y a le père, il y a les enfants. Donc c'est une maison qui a l'habitude d'être pleine de vie. Et depuis plusieurs jours, alors qu'on est en pleine période scolaire, en fait on est hors vacances scolaires, la maison des Ligonnès à Nantes est désespérément vide. Il y a ces volets qui sont clos. Et au fur et à mesure que les jours avancent, les voisins évidemment se posent quelques questions. Où sont passés ces voisins qu'on avait l'habitude de voir? J'ai jamais vu les volets de cette maison fermés. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Voilà, mais j'arrêtais pas d'y penser, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire pour quelle raison, mais ça m'omnibulait. Je me disais, où est-ce qu'ils peuvent être? Puis j'ai vu le facteur à 11h30, puis je lui ai dit comme ça, je n'ai pas l'habitude de parler des voisins en plus, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais vous savez, c'est pas à peine d'aller mettre du courrier au 55, la boîte aux lettres est complètement bloquée, vous pourrez rien mettre. Et il me répond, de toute façon, moi je suis pas étonné, ils ont dû se faire la malle, parce que ça fait un moment qu'ils refusaient les lettres commandées. Je me dis, c'est bizarre. Et j'ai une amie qui travaille dans la police, et je l'ai appelée pour la prévenir. Le 13 avril, la police arrive et remarque que la maison est inoccupée. Les policiers sont repassés me voir, ils m'ont dit, bon, on n'a rien trouvé dans la maison, les armoires sont vides, il n'y a plus de vêtements. Et vous n'aviez jamais vu de traces de déménagement? Non, moi, non, je me dis qu'on déménage pas une famille de 6 personnes comme ça en claquant des doigts, quoi. Le voisin du 57 s'inquiète lui aussi, d'autant que depuis plusieurs jours, des jeunes défilent chez lui pour demander des nouvelles de Thomas, Benoît, Anne ou Arthur. On a été inquiets, surtout parce qu'il y a des amis des enfants qui sont venus chercher des informations, qui sont venus sonner à la porte pour avoir des informations.
et qui eux, n'avaient aucune nouvelle. C'est ça qui nous a le plus inquiétés. Ouais. À ce moment-là, avec sa femme, ils décident eux aussi de prévenir la police. C'est ce deuxième signalement qui décide les policiers à ouvrir une enquête. Les hommes de la police judiciaire entrent dans la maison et la fouillent de fond en comble. Le jardin aussi est passé au peigne fin et au bout de quelques heures, ils découvrent l'horreur. Un lieutenant de police remarque que sous la terrasse, il y a une planche qui est déplacée, il y a la gamelle du chien qui est coincée sous cette planche. C'est quelque chose d'anormal. Alors on retire la planche, on commence à creuser, et en creusant, on découvre un certain nombre de choses, et c'est là où la stupeur, l'horreur même va apparaître. C'est que sous une petite dalle de béton pas encore sèche, il y a des sacs plastiques, et à l'intérieur de ces sacs plastiques, on retrouve des corps, et ce sont les corps des enfants et de la mère de famille de Madame Dupont de Ligonnès et de ses enfants, ainsi que ceux des 2 chiens. Dans le jardin, enterrés côte à côte, 4 corps recouverts de chaux. Celui d'Agnès, 49 ans, la mère de famille. Arthur, l'aîné, 20 ans. Sa sœur Anne, 16 ans. Et Benoît, le petit dernier, 13 ans. Dans une fosse séparée, Thomas, 18 ans. Tous ont été exécutés de 2 balles dans la tête, sauf Benoît, qui en a reçu 3 dans le crâne et 2 dans le thorax. Les 2 labradors ont été abattus eux aussi. Les corps sont envoyés à l'Institut médico-légal pour être autopsiés. Le procureur de la République de Nantes fait une déclaration. L'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Toute la famille est décimée, mais il manque une personne, le père, Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans. Où est-il? Les enquêteurs tentent de le joindre. Son téléphone ne répond plus. Au bout du fil, sa messagerie. Bonjour, j'ai bien reçu votre appel et votre message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Xavier Dupont de Ligonnès ne rappellera jamais. Tous les soupçons se tournent alors vers lui. Dans leur enquête, les policiers vont découvrir que les crimes ont été minutieusement préparés, avec un sens de l'organisation qui fait froid dans le dos. Quelques mois avant le drame, Xavier de Ligonnès s'inscrit dans ce club de tir. Le patron a retrouvé sa fiche. Il obtient sa licence le 2 février 2011. Le père de famille est loin d'être un tireur d'élite. C'était un tireur qui démarrait. Donc je ne peux pas dire que c'était un bon tireur. Mais Dupont de Ligonnès s'entraîne en moyenne 1 fois par semaine. Quelques jours avant le drame, il serait venu tirer 4 fois. Il est allé avec sa carabine 22 long rifle qu'il avait hérité, trouvé dans les affaires de son père à la mort de son père quelques mois plus tôt, qu'il est allé avec un silencieux s'entraîner dans un club de tir de la région de Nantes et qu'il y était de manière assez assidue. C'est justement avec ce calibre que les meurtres ont été commis. Avec une balle comme celle-ci, le patron se souvient de sa dernière visite. Il est venu le 1er avril. C'est la dernière fois. Le 1er avril, 2 jours avant le meurtre de sa famille. Xavier Dupont de Ligonnès fréquente aussi les armureries. Thierry Morin se souvient très bien de ce client venu pour lui acheter une arme et qui tenait des propos plutôt étranges. Quand il est rentré dans le magasin, il est venu plutôt dans le secteur où il y avait de l'armement, des répliques d'airsoft et des répliques d'armes air comprimées. Et il était un peu subjugué de voir toutes ces armes. Et il nous a dit « Ah, ça me rappelle mon armée quand j'étais prêtre tireur d'élite ». Alors ça nous a un petit peu étonnés de parler comme ça. Alors on s'est dit, bon, ce monsieur n'est pas tout seul dans sa tête, il y a un petit problème, il est peut-être mythomane. Et donc ça nous a un petit peu alertés. Donc du coup, quand on entend ça dans le magasin, oula, il y a un problème quelque part. L'armurier se méfie et va éviter de lui vendre une arme. Et puis après, en discutant comme ça, il voulait nous demander comment faire pour acheter une arme de poing pour défendre les intérêts de sa famille. Voilà. Et alors, du coup, on était un petit peu déjà interloqués déjà par la première question. Donc on lui a fait comprendre que le mieux c'était de voir la police afin
qui défend ses intérêts précisément, et non dans une armurerie comme nous. Hein. Alors il est resté quelques minutes là, et puis après il est reparti, hein, c'est tout. Xavier Dupont de Ligonnès repart donc les mains vides. Mais son attitude intrigue. Pourquoi s'invente-t-il un passé aussi original alors qu'il n'a jamais été ni curé ni tireur d'élite? L'homme serait-il un mythomane? Mais les enquêteurs de la police judiciaire vont faire une découverte encore plus accablante, cette fois dans un magasin de bricolage. Le 1er avril 2011, 2 jours avant le drame, le père de famille achète du ciment, 40 kilos de chaux et une bêche. Aurait-il acheté ces matériaux pour enterrer des corps? Des indices troublants qui alimentent la thèse d'un crime prémédité. Coïncidence ou préméditation? À présent, tout semble prêt pour passer à l'acte. Deux jours après l'achat des matériaux, le dimanche 3 avril, Xavier invite sa famille à dîner dans ce restaurant de Nantes, à 10 minutes de chez eux, un établissement spécialisé dans les grillades. C'est Hélène qui les accueille ce soir-là. Est-ce que vous vous souvenez du jour où la famille Dupont de Ligonnès est venue dîner ici? Oui, c'était un dimanche soir. Il était quelle heure? C'était entre 19h30 et 20h. Ils avaient réservé ou pas? Non, pas du tout. Et il y avait de la place dans le restaurant? Oui, c'est assez calme le dimanche soir, donc oui. Où est-ce que vous les avez emmenés? Vous pouvez me montrer? Oui. Hélène les installe à la table numéro 6. Donc ils étaient à cette table-là. Donc ils étaient combien? 5. 5 personnes. Le père, la mère et 3 enfants. Thomas, le fils cadet, est resté à Angers où il fait ses études. La famille dîne tranquillement. Agnès, la mère, et Arthur, le fils aîné, prennent un apéritif. Le père commande une bouteille de vin rouge. L'autopsie révélera que les enfants ont été endormis avec des sédatifs avant d'être tués. Ces somnifères auraient-ils pu être glissés par leur père dans leur assiette ou dans leur verre? Je pense pas. Je pense pas quand même, parce qu'ils n'ont pas quitté la table, hein. Ils étaient tous toujours ensemble. Il y a peut-être le plus grand qui est allé fumer à un moment donné, mais c'est tout. Donc non, je pense pas que ce soit possible qu'il ait mis les somnifères dans le vin ce soir-là, non. Les somnifères auraient donc été absorbés par les enfants après le repas. Mais pourquoi la mère n'en a-t-elle pas pris? Aurait-elle pu être de mèche avec son mari? Et au moment de payer, la mère m'a demandé à quelle heure je finissais. Elle m'a dit que ça devait être un peu fatigant. Elle m'a souhaité bon courage. Très, très sympa, quoi. Il est environ 21h30 quand la famille quitte le restaurant. Que s'est-il passé ensuite? Une chose est sûre, le dernier message d'Agnès sur Facebook est envoyé à 21h40. Ensuite, plus aucun signe de vie, ni sur son ordinateur, ni sur les téléphones portables des enfants. Seul Xavier Dupont de Ligonnès passe un coup de fil à sa sœur Christine à 22h37. Xavier parle d'un ton étonnamment léger. Difficile de croire que quelques heures après, toute la famille sera tuée. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu m'envoies un petit SMS et tout. Là je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Quand on sait ce qui s'est passé à ce moment-là, enfin dans ce laps de temps, ce coup de fil très innocent de Monsieur Tout-le-Monde qui appelle sa sœur pour prendre des nouvelles, laisse un peu les policiers sans voix au moment de cette découverte. Les enquêteurs pensent qu'Agnès et les enfants ont été exécutés pendant leur sommeil. Les corps ont été retrouvés en pyjama, enroulés dans des draps, sans aucune trace de lutte. Le tueur se serait approché de chacune des victimes. Équipé d'un silencieux, il aurait tiré à chaque fois 2 balles dans la tête. Sauf Benoît, le petit dernier, qui a reçu 3 balles dans le crâne et 2 dans la poitrine. Ce soir-là, Agnès, Arthur, Anne et Benoît
sont froidement exécutés. Leurs corps sont ensuite enterrés dans une fosse de 3 mètres de long sur 70 cm de profondeur, creusée sous la terrasse. Puis ils sont recouverts de chaux. Thomas, lui, est toujours à Angers. Son père le rejoint le lendemain, lundi 4 avril, et il l'invite à dîner dans cet ancien moulin, une table réputée de la région. Cédric se souvient parfaitement de les avoir accueillis. Ils sont arrivés vers 9h30 au restaurant, sans réservation, des clients de passage. Donc je les ai accueillis courtoisement, je les ai installés dans une petite salle de la cave. Thomas ignore évidemment que toute sa famille a été assassinée la veille. Donc Monsieur de Ligonnès ici et son fils ici. Xavier Dupont de Ligonnès mange avec appétit, mais Thomas, lui, fait la tête. La tension est palpable. Le serveur se rend compte qu'il y a un problème entre le père et le fils. Ils ne se parlaient pas du tout. Le fils avait on sentait bien qu'il a été malade, il avait surtout un mal-être. Et d'ailleurs, le fils est sorti avant la fin du repas, à rentrer directement à la voiture. Monsieur a terminé tranquillement et est parti payer en fait en carte bleue au niveau de la caisse, tout simplement. Comme un client tout à fait normal. Pourquoi Thomas était-il si mal ce soir-là? Que lui a dit son père? Après le dîner, les enquêteurs supposent que le jeune homme est resté à Angers. Le lendemain, le mardi 5 avril, alors qu'il est avec un ami, il reçoit un texto de son père qui lui demande de rentrer en urgence à Nantes. Sa mère aurait eu un accident de vélo. Thomas va-t-il tomber dans le piège? Son corps sera retrouvé dans une deuxième fosse, non loin de sa mère et de ses frères et sœurs. Nous sommes le 5 avril 2011 et pour le moment, tout le monde ignore le drame qui vient de se produire, même le voisin qui n'a rien entendu de suspect. Non, on n'a rien vu, non. Rien vu, pas entendu grand-chose. C'est à la limite, ce qui nous a le plus inquiété, c'est qu'il ne faisait plus de bruit. Souvent, on a dit que c'était une famille qui ne faisait pas de bruit. En fait, c'est une famille qui faisait beaucoup de bruit, qui tout d'un coup ne faisait plus de bruit. Et où le bruit qu'on entendait, qui nous a peut-être quelquefois même semblé bizarre, c'est d'entendre juste une personne seule et pas le bruit que faisait habituellement toute la famille. Donc il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelqu'un qui bricolait tout seul, mais sans les bruits habituels, quoi. Ça, c'était quand même très très curieux. Pour les enquêteurs, ce quintuple meurtre a été organisé avec soin et depuis longtemps. Cours de tir, achat suspect, dîner d'adieu, l'assassin présumé a agi avec méthode. Mais ce n'est pas tout, car le scénario machiavélique va se poursuivre comme si tout avait été prévu. Les enfants ne vont plus à l'école, mais leur absence n'inquiète pas le directeur de l'établissement, car il reçoit une lettre signée Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai reçu un courrier de la part du mari m'informant qu'il était muté par son employeur de façon urgente en Australie et que donc il retirait ses enfants de l'établissement. Un départ en Australie, c'est la version donnée au Collège des enfants. Mais dans une autre lettre de 4 pages, à l'attention de sa famille et de ses proches, Dupont de Ligonnès invente une autre histoire, complètement délirante. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA, dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Dans cette lettre, le père de famille explique qu'il a été contacté par le gouvernement américain pour infiltrer un réseau de trafiquants de drogue et qu'il transmet donc les informations à la DEA, l'équivalent de la brigade des stupes en France. Après avoir été testé et briefé, j'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA, avec obligation de garder le secret, même et surtout vis-à-vis des enfants. Un peu plus loin dans sa lettre, il donne d'autres détails. Nous sommes pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète. Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement en tant que Français. Il poursuit en demandant aux proches de vider la maison, mais de ne pas s'inquiéter de l'état de la terrasse. Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. Il termine sa lettre en signant au nom de tous.
Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Comment un père de famille aurait-il pu imaginer un tel scénario et rédiger de tels courriers? Qui est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès? Un mari fidèle? Un père aimant? Un chef d'entreprise brillant? Ou un tueur au sang-froid? C'est ici, à Versailles, que Xavier a grandi dans cet immeuble au sein d'une famille catholique traditionnaliste. En grandissant, Xavier s'éloigne de la religion et de l'emprise de sa mère. Adieu l'église et les prières. Adolescent, il se lie d'amitié avec un de ses copains de classe, Bruno de Stabenrath, écrivain, qui se souvient très bien de leurs années de jeunesse. On avait 15 ans, oui 15 ans. Et puis voilà, puis on était voisins, donc on habitait à 200 mètres à Versailles, donc on faisait plein de choses ensemble, les soirées, donc voilà, j'ai très bien connu Xavier. On était assez flambeurs, assez déconneurs, en même temps on aimait bien nos familles, on avait le sens des valeurs, on aimait les jolies filles, on aimait les motos, on aimait les États-Unis, Elvis. Somme toute, voilà, c'est un jeune homme de son temps, très ouvert, assez généreux, qui avait un grand cœur. C'est un garçon cool, voilà, à l'américaine, cool. Adulte, Xavier n'oublie pas son rêve américain. Elvis Presley, le rock'n'roll et les dollars. Il traverse l'Atlantique et découvre les grands espaces. Cette Amérique-là ne le quittera jamais. Ça fait vraiment partie du caractère de Xavier, de la grande évasion, quoi. Ce rêve d'un ailleurs, de réussir ailleurs. Moi, je pensais au cinéma Hollywood, lui pensait voilà, à faire des affaires, parce que là-bas, tout était possible. Xavier rêve d'aventure et d'évasion. Mais à 18 ans, il tombe amoureux d'Agnès, une jeune fille issue comme lui de la bourgeoisie catholique de Versailles. Xavier part à l'armée, ils se séparent et se retrouvent quelques années plus tard. Mais Agnès a déjà un enfant, Arthur. Xavier épouse Agnès et reconnaît Arthur. Ensemble, ils auront 3 enfants. Agnès est femme au foyer, Xavier commercial. Mais le fantasme américain est toujours là. En 2003, Xavier et Agnès sillonnent les USA pendant 9 mois en van avec leurs enfants. Au programme, la route 66, la Nouvelle-Orléans, le Grand Canyon. Revenu en France, c'est dans cette salle à la périphérie de Nantes qu'il retrouve un petit coin d'Amérique. Tous les jeudis soirs, Agnès et Xavier suivent un cours de country, la danse des pionniers de la conquête de l'Ouest. Marie-Vonne est la présidente de la Diligence Country Western Dance. C'est elle qui donne les cours. Agnès et Xavier donnent l'image d'un couple uni et amoureux. C'était un couple qui était tellement joyeux, convivial, ils avaient toujours le sourire, on voyait qu'ils étaient heureux de danser ensemble. C'était un couple complètement amoureux puisqu'ils nous faisaient souvent sourire, puisque quand il y avait des petites pauses, puisqu'il y en a toujours quand même pendant 1h30, eh bien ils se faisaient des petits bisous. Aujourd'hui encore, Marie ne comprend toujours pas comment le couple qu'elle a connu a pu basculer dans une telle tragédie. Quand moi j'ai entendu cette information à la télé, j'entends le nom de Ligonnès. Là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et là, je ne pouvais plus, j'avais le visage d'Agnès devant moi et de Xavier, quoi. C'était, je me disais, mais c'est pas possible. Et même si tout accuse Xavier aujourd'hui, j'essaye même pas, moi, de me le mettre dans cette peau de criminel ou quoi que ce soit. Je reste sur l'image que j'ai d'eux en couple, et souriant et convivial. Moi, je veux garder cette image. Une image trompeuse. Dès le mois d'octobre 2004, Agnès dialogue avec des internautes sur un forum psychologique. Et c'est une femme délaissée et malheureuse qui lance un appel au secours. Je vais mal, je suis en manque de tout. De tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexe, de tout. Elle termine en écrivant: Ce soir, il rentre tard et moi je n'aurai qu'une envie, encore et encore, pleurer, à l'aide. Le couple n'allait donc pas si bien.
Nous avons rencontré un ami de Xavier. Cet homme, nous l'appellerons Damien. Il a souhaité préserver son anonymat. Pendant des années, Xavier lui aurait fait des confidences. Est-ce qu'il s'amusait avec Agnès? Je pense pas, non. Non, je pense pas qu'il... c'était un amusement de façade, quoi. Ils allaient au restaurant ensemble avec les enfants, mais c'était plus pour faire plaisir aux enfants. C'est vrai, quand on les voyait tous ensemble, main dans la main, et voilà, c'était pour faire plaisir, et ça faisait voir à tout le monde que c'était un couple idéal. Mais c'est vrai qu'ils s'ennuyaient un petit peu avec elle. Elle était un petit peu, entre parenthèses, bigote. Xavier était plutôt athée. Et ça lui cassait les pieds de voir sa femme tous les dimanches à la messe et de parler de Bible et de parler de... Bon, c'était pas trop son truc. Le couple bat de l'aile, mais pour Xavier, ça n'est pas le seul souci. Il a d'énormes problèmes d'argent. En tant que commercial, il sillonne les routes de France 5 jours sur 7. Un jour, en 2003, il pense avoir une idée de génie. Il crée un site internet, La Route des commerciaux, une sorte de guide qui recense les meilleurs hôtels-restaurants pour les VRP en tournée. Cette fois, il croit tenir le jackpot, le projet qui va lui permettre enfin de faire fortune. Il recrute 6 personnes pour démarcher des hôtels, mais au bout de quelques mois, il faut se rendre à l'évidence, l'opération tourne à la catastrophe. URSSAF, TVA, salaire, les dettes s'accumulent. Damien n'était pas seulement l'ami de Xavier, il a été aussi son employé et il a assisté à la déroute financière. Il a vraiment très mal géré son affaire et qui s'est retrouvé au bout de 3 mois à licencier tout le monde et à se retrouver avec 30 ou 40 000 euros de dettes, d'URSSAF, de location de voiture, de frais à rembourser, de salaire, etc. Donc il est toujours resté à faire vivre sa famille avec ce qu'il avait comme argent et il n'a jamais pu commencer à rembourser ce qu'il devait. Donc c'est comme moi, que ce soit l'URSSAF ou autre, quand vous ne remboursez pas, ben vous avez une pénalité et de 10 000, vous passez à 15 000, et de 20 000, et 30 000 euros, et ça ne cesse d'augmenter. Et donc il s'est retrouvé à un moment où il était complètement mangé par les dettes, quoi. Mais Xavier ne veut pas avouer ses difficultés à sa femme, et encore moins à ses enfants. Il continue à préserver les apparences. Chaque enfant avait un téléphone avec les forfaits qui vont avec, et Xavier n'a jamais rien refusé à personne. Son fils voulait une voiture, il offrait une voiture, il voulait un appartement, il lui louait un appartement, etc. Donc il ne refusait rien à ses enfants, ni à sa femme, donc ça lui coûtait relativement cher. Tellement cher que ses dettes grimpent jusqu'à 80 000 euros. Les taux se resserrent. Un jour, les huissiers frappent à la porte. Quand on discutait, je disais, toi, comment tu t'en sors? Ah, j'ai tel huissier qui me court aux fesses. Ce mois-ci, je vais faire, faut que je trouve 10 000 euros pour ci, ça. Voilà, quoi, on en parlait comme ça. Il avait beaucoup d'huissiers qui lui... Ah, à ma connaissance, il en avait au minimum 2, voire 3, qui n'arrêtaient pas de le solliciter, voilà. Donc, il n'a jamais réussi à remonter la pente pour les rembourser. Criblé de dettes, Xavier Dupont de Ligonnès est un homme aux abois. Mais en 2008, il retrouve une amie de jeunesse. Elle va devenir sa maîtresse. Il a revu Catherine au bout de 35 ans où il ne s'était pas perdu de vue. Il l'a vue à la télévision. Et il s'est dit, tiens, Catherine, il a recherché un petit peu sur Internet son adresse. Et ils se sont recontactés, ils se sont vus, ils ont mangé ensemble. Ils ont reparlé, je suppose, du bon vieux temps. Et puis, d'une chose à une autre, je suppose qu'un week-end, ça s'est terminé un peu plus gentiment que prévu. Et ils ont eu une relation qui a duré un peu plus d'1 an, quoi. Chef d'entreprise aux affaires florissantes, Catherine a réussi. Xavier lui emprunte 50 000 euros en 2009. Et quelques jours après la tuerie, il lui envoie une lettre dans laquelle il lui demande 25 000 euros supplémentaires. Nous nous sommes procuré cette lettre. Ma Catherine, je suis ruiné dans le fond du trou comme jamais je ne l'ai été. J'ai 4 mois de loyer impayé, je n'ai pas pu payer l'école d'Arthur, ma voiture est tombée en panne, j'ai été obligé de demander à maman de quoi acheter des cadeaux de Noël aux enfants et je dois la rembourser. Je n'ai pas pu payer mes cotisations URSSAF et ACEDIC. J'ai de nouveaux huissiers aux fesses. Je peux être expulsé de chez moi à la fin de l'hiver et je n'ai pas de quoi finir le mois de janvier. Plus loin, Xavier ajoute
Je n'en dors plus. Je fais des insomnies presque chaque nuit avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun, me foutre dans un camion pour qu'Agnès touche 600 000 €. Xavier poursuit. Ma vie actuelle se terminera dans les quelques mois à venir si je ne trouve pas 25 000 € immédiatement. Xavier Dupont de Ligonnès termine par ces mots. J'ai besoin d'une aide importante et urgente. Je ne peux plus m'en sortir seul, je le reconnais, même si ma fierté en prend un sacré coup. Je t'aime, ma Catherine. Catherine ne répond pas à cette lettre. Quand 3 semaines plus tard, elle apprend la tuerie, elle craint pour sa vie et elle se réfugie au commissariat d'Asnières. Les problèmes financiers de Xavier auraient-ils pu le conduire à commettre l'irréparable? Ruiné, couvert de dettes, il lui devenait impossible de sauver les apparences. Après des années de fuite en avant, sa famille allait découvrir sa faillite. Est-ce pour cette raison qu'il aurait éliminé un à un sa femme et ses enfants? Un massacre qui a des allures de crime presque parfait. Tout le monde croit que la famille est partie à l'étranger. Pendant ce temps, Dupont de Ligonnès, lui, descend tranquillement dans le sud de la France. Le 12 avril 2011, une semaine après les meurtres, il s'arrête près d'Avignon, précisément au Pontet. Les corps de sa femme et de ses enfants n'ont pas encore été découverts. Il est 18h30 quand il arrive dans cet hôtel de luxe 5 étoiles. Un grand parc, un spa, un restaurant gastronomique. À l'évidence, le fugitif a envie de se faire plaisir. C'est Sylvie qui l'accueille. Est-ce que vous vous souvenez du jour où monsieur Dupont de Ligonnès est venu dans votre établissement? Oui, on s'en souvient effectivement. Il est arrivé, donc c'était le mardi 12 avril, sans réserver. Et il nous a demandé une chambre. Il nous a dit qu'il faisait partie d'une société, qu'il était en affaires dans la région. Donc c'était la dernière chambre, donc on lui a réservé. Il a souhaité dîner. Après, il a été accompagné dans sa chambre, normalement, comme tous les clients. Il a rempli une petite fiche. C'est vrai qu'il l'a remplie avec ses 2 prénoms. Il n'a pas donné son nom de famille, vous voyez. Il s'est présenté sous quel nom? Xavier Laurent. Le nom de... Voilà, c'est avec ses 2 prénoms, en fait. Il a donné son adresse à Nantes, mais voilà, après tout s'est passé normalement. Sylvie l'accompagne à sa chambre. C'était juste sur ce balcon, là, au-dessus du spa. Là. Xavier de Ligonnès se change, il enfile un costume et descend dîner. Au restaurant, c'est André Trestour, le directeur, qui l'amène à sa table. Donc il était installé à cette table-là. Donc il est arrivé vers 20h15 à peu près, puisque j'ai pris sa commande à 20h27 exactement. Donc je peux vous dire à peu près l'heure à laquelle il est arrivé, puisqu'on note généralement les heures de commande. Xavier de Ligonnès s'installe, il consulte le menu et s'offre un repas gastronomique. Alors, il a mangé une entrée, je me rappelle au niveau du plat, c'était un porcelet à la concassée d'olive. Ensuite, il a eu un dessert à base de fraises, si je me rappelle bien. Le tout arrosé d'un bon vin. Xavier de Ligonnès demande un grand Bourgogne. C'est le directeur lui-même qui s'en occupe. Pour moi, c'était vraiment un épicurien, quelqu'un qui a l'habitude des bonnes tables, qui aime se restaurer, qui avait l'air de connaître de toute façon les bonnes tables, quoi qu'il en soit, parce que de la façon dont il a apprécié le vin, je pense que c'était un connaisseur. Bon vin, bonne chère, le tueur présumé va passer plus d'1 heure à table. Personne n'imagine que cet homme d'affaires tranquille aurait pu assassiner toute sa famille. J'étais revenu le voir vers la fin du repas pour voir si tout s'était bien passé. Et il m'a dit qu'il avait passé un très bon repas et pour lui c'était une soirée très agréable, qu'il était très content de découvrir notre maison et qu'il reviendrait sûrement. Le lendemain matin, Xavier Dupont de Ligonnès paye la note, 215 €, et reprend sa route. Curieusement, sa présence a marqué les esprits. Tout le monde se souvient de lui, vous voyez, c'est ce qui est un petit peu surprenant après coup, vous voyez, qu'une personne s'en souvienne, et qu'autant de personnes s'en souviennent, c'est qu'il passait pas inaperçu, quoi. Il se faisait assez remarquer quand même. Mais il se faisait remarquer comment? En parlant beaucoup, vous voyez, c'est en parlant, surtout en parlant, vous voyez, pas par d'autres choses, mais en parlant, un peu plus que la moyenne des clients, surtout quand ils viennent seuls, vous voyez. Bavard, détendu,
Le tueur présumé quitte l'hôtel vers 10 h. Où va-t-il? Nous sommes le 13 avril. Ce jour-là, personne ne le voit. Les policiers le soupçonnent d'avoir passé la nuit au Barou, dans cette abbaye, un endroit qu'il connaît bien. Il y aurait fait des retraites pendant sa jeunesse. Interrogés par les enquêteurs, les moines diront que Xavier de Ligonnès n'est pas venu chez eux. Le lendemain, 14 avril, on retrouve sa trace à Roquebrune-sur-Argence, un village de Provence, une région où il a vécu pendant plusieurs années. Dupont de Ligonnès s'arrête devant cette banque. La caméra de surveillance le filme. Le fugitif s'approche. Il retire 30 €. C'est la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès. Ensuite, il va dormir dans un hôtel à l'écart de la ville. Changement de décor, cette fois il ne descend plus dans un palace, mais dans un hôtel bon marché. C'est ici qu'il passe la nuit, dans une chambre à 37 €. Le lendemain, 15 avril, il quitte l'hôtel en laissant sa voiture sur le parking et disparaît sans laisser la moindre trace. Les policiers découvriront les corps de sa femme et de ses enfants seulement 6 jours plus tard, le 21 avril. À partir de ce moment-là, Xavier Dupont de Ligonnès devient l'homme le plus recherché de France. Les enquêteurs mettent en œuvre les grands moyens. 130 hommes appuyés par un hélicoptère et des chiens. Les gendarmes couvrent d'abord une zone de 25 km² dans la région. Ils ne trouvent pas le moindre indice. Le portrait du fugitif est largement diffusé. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Interpol est en alerte. Mais en vain, le suspect s'est volatilisé. Au cours des dernières années, de nombreuses pistes ont été suivies. En France comme à l'étranger, plusieurs fois, la police a cru le retrouver, comme en janvier 2018, dans un monastère de Roquebrune-sur-Argence. Ou plus récemment encore, en octobre 2019, à l'aéroport de Glasgow. À la suite d'informations fournies par la police écossaise, un homme soupçonné d'être le père disparu est arrêté. Mais une fois encore, il y a erreur sur la personne. Xavier Dupont de Ligonnès n'est donc pas l'homme arrêté hier à l'aéroport de Glasgow. Les policiers écossais l'avaient d'abord affirmé. Il aurait été dénoncé par l'un de ses proches alors qu'il prenait un avion depuis Roissy. Mais au fil des heures, vous allez le voir, les doutes se sont accumulés. La presse s'emballe, mais Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Quel visage a-t-il aujourd'hui? Tous les ans, à l'approche de l'été, il avait l'habitude de se raser la tête. A-t-il changé son apparence? Le père de famille a-t-il réussi à fuir à l'étranger? A-t-il mis fin à ses jours? Pour l'heure, le mystère reste entier. Mais un an plus tard, en plein cœur de l'été 2020, l'affaire fait de nouveau les gros titres. Un magazine, Society, donne une ampleur inédite à cette enquête qui passionne les Français. On rentre à la fois dans les méandres de cette enquête, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à la place des policiers et on rentre un petit peu à la place du travail des profilers. Et donc c'est là où la sauce prend en fait dans cette histoire de Society, à tel point que ces 2 numéros de Society sont aujourd'hui un petit peu collector. Le magazine a étudié le dossier dans les moindres détails et les tirages se sont envolés. C'est le fait divers de l'été. J'ai essayé de me procurer ce magazine. Il était épuisé. J'ai donc demandé à mon buraliste dans mon Gardien. J'ai lu ce premier numéro. Et effectivement, j'ai découvert un certain nombre de choses que je ne savais pas, mais que les enquêteurs, eux, savaient. L'article met en évidence des aspects mal connus de la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès. Derrière l'image de l'honnête père de famille se cacherait en réalité un individu beaucoup plus sombre. Il a quand même un certain talent pour la dissimulation et le mensonge. Mais surtout, on apprend que l'homme le plus recherché de France n'est pas un solitaire comme on le croyait. Il est entouré d'amis si proches qu'ils auraient pu jouer un rôle important dans sa cavale. C'est ce que confirme un grand flic à qui nous avons fait expertiser les révélations du magazine. Il s'appelle Jean-Marc Bloch.
Et il est connu pour avoir traqué les plus grands criminels de France, comme Jacques Mérine par exemple. C'est très difficile d'organiser une cavale et qu'il faut beaucoup d'argent. Là, on a besoin de soutien logistique, de copains. On a besoin de fric pour trouver des plans, pour trouver, etc. Et les policiers ont toujours été très intrigués par la façon dont Xavier Dupont de Ligonnès s'est mystérieusement volatilisé. À chaque fois qu'ils ont retrouvé sa trace, il est toujours parvenu à disparaître. Le genre de cavale particulièrement au point qu'on ne peut organiser tout seul. La grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il a eu des complicités pour disparaître ensuite pendant quasiment une dizaine d'années, voire plus. Alors les enquêteurs creusent de nouveau la piste de son entourage. Et très vite, ils découvrent l'existence d'un petit noyau d'amis très proches et entièrement dévoués. Le premier d'entre eux, Michel Rétif, un vendeur d'engrais, un commercial, comme Xavier Dupont de Ligonnès. Ils se sont rencontrés à 20 ans et sont devenus très amis. Michel Rétif, c'est un peu le copain avec qui Xavier de Ligonnès a fait les 400 coups. Ils ont voyagé en Amérique plusieurs fois, ils ont été jeunes ensemble, ils ont fait une sorte de road movie là-bas, où ils multipliaient les aventures féminines, et où Michel Rétif avait quand même, je dirais, une facilité avec les femmes que n'avait pas forcément Xavier de Ligonnès. Le road movie aux États-Unis les rend inséparables, et ils le resteront jusqu'au drame de 2011. Les policiers s'interrogent. N'aurait-il pas pu aider le père de famille dans sa cavale? Ils décident de le convoquer une première fois. Michel Rétif explique alors qu'il n'a plus eu de contact avec Xavier depuis sa disparition. Mais, vérification faite, ça n'est pas tout à fait vrai. Les enquêteurs vont s'apercevoir que Michel Rétif a menti. Il cache aux enquêteurs avoir eu une longue conversation avec Xavier Dupont de Ligonnès le lendemain du dernier homicide. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire au téléphone? Mais c'est quand même étonnant que, ma foi, Michel Rétif ne l'ait pas spontanément dit aux enquêteurs. Et quand on est enquêteur de police et qu'on vous cache quelque chose, on se demande toujours pourquoi on vous cache quelque chose. L'APJ s'intéresse de plus près à Michel Rétif. Il passe au crible ses déplacements depuis que son ami est en cavale. Et là, surprise. Et on s'aperçoit, en faisant son bornage téléphonique, qu'il y a de nombreuses coïncidences entre le parcours de fuite de Xavier Dupont de Ligonnès et le parcours emprunté par Michel Rétif. Leurs parcours se croisent. On a l'impression presque que Rétif récupère Dupont de Ligonnès à des endroits pour le reposer à l'endroit d'où il venait. Les policiers convoquent à nouveau Michel Rétif. Mais il affirme n'avoir jamais revu son ami après le drame. Et s'il a pu croiser sa route, ce n'est qu'un hasard. Ils ne se sont pas rencontrés. Quant au coup de fil qu'il lui a passé, c'était avant la découverte des corps, donc Rétif affirme qu'il n'est au courant de rien. Les policiers poursuivent leur vérification, mais ils ne trouvent rien contre l'ami de toujours. Cette piste peu connue se termine de manière tragique. Michel Rétif est atteint d'un cancer et le 2 mars 2018, il se donne la mort tout seul chez lui. Pourtant, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise, car ils découvrent un deuxième personnage encore plus proche et plus intrigant dans l'entourage de Xavier Dupont de Ligonnès. Un certain Emmanuel Teneur, dont l'histoire est vraiment surprenante, même pour notre policier expert. J'ai découvert un certain nombre de choses, notamment l'apparition de Teneur, cet ami de longue date de Dupont de Ligonnès, que personnellement je ne connaissais pas l'existence de ce type. Emmanuel Teneur, c'est l'ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès. Ils se sont connus à l'âge de 13 ans, durant des vacances en Bretagne. Très vite, les enquêteurs s'aperçoivent qu'Emmanuel est bien plus qu'un ami. Pendant des années, le jeune garçon sera toujours dans le sillage de Xavier, et pour cause. On découvre que Emmanuel
était éperdument amoureux de Xavier Dupont de Ligonnès depuis près de 40 ans et qui avait une sorte d'amour platonique ou pas, parce qu'il y a des échanges assez ambigus entre les deux où on peut se demander est-ce que ça n'a pas été consommé, où Emmanuel, on sent qu'il aurait donné corps et âme pour son ami qu'il admirait tant. Jusqu'au drame, Emmanuel Teneur reste profondément épris de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qui, évidemment, ne manque pas d'interpeller les enquêteurs qui se demandent si cet homme-là, qui a été un peu dans l'ombre de Xavier Dupont de Ligonnès, n'est pas porté concours dans sa sinistre besogne, dans les crimes, dans la dissimulation des crimes ou même dans la cavale à Dupont de Ligonnès. Convoqué à son tour, Emmanuel Teneur affirme tout ignorer de la part sombre de son grand ami. Il est totalement abasourdi. Finalement, son témoignage ne met les enquêteurs sur aucune nouvelle piste. Toujours à la recherche d'éventuelles complicités, la police se penche alors sur une autre hypothèse. Après le cercle des amis proches, il y a celui des catholiques intégristes que fréquentait assidûment la famille Dupont de Ligonnès. Et un détail va immédiatement retenir l'attention des enquêteurs. Le soir des faits, il va interroger sur Internet pour savoir quelles sont les congrégations religieuses qui pourraient lui permettre de se réfugier peut-être dans un anonymat, dans un cloître, dans un monastère quelconque. Ce nouvel élément accrédite la thèse d'une cavale qui aurait pu être facilitée par des religieux. Mais on s'aperçoit vite qu'en fait, il ne s'agit pas d'une communauté religieuse, mais de plusieurs petites communautés religieuses qui ne sont pas toutes répertoriées, dont on ne connaît pas les existences forcément, qui vivent dans des fermes très isolées, etc. Et que quelque part, les recherches sont quasiment impossibles. Le juge d'instruction abandonne les recherches dans cette direction. Mais pour beaucoup de connaisseurs de l'affaire, cette piste n'aurait pas livré tous ses secrets. Si la question des complicités reste ouverte, la police a aussi beaucoup avancé sur la personnalité du père de famille. Elle ne le considère plus comme un entrepreneur malchanceux et malheureux en affaires, mais plutôt comme un grand mystificateur capable d'escroqueries à répétition. Comme par exemple, en 1989, lors du fameux voyage aux États-Unis avec son copain Michel Rétif. Xavier Dupont de Ligonnès veut faire fortune en important des voitures en France. Seulement voilà, les règles américaines n'autorisent qu'un seul véhicule par personne. Il joue avec les autorités. Un coup, il s'appelle Dupont, un coup, il s'appelle Xavier Dupont, Dupont de Ligonnès, etc. Xavier Dupont de Ligonnès était passé maître dans l'art de la manipulation des gens, un petit peu dans l'art du marionnettisme. Pour traficoter les cartes grises des voitures qu'il importe en Europe et avec lesquelles il gagne de l'argent d'ailleurs. On est quand même dans la magouille, on est quand même dans pas loin de l'escroquerie. Une escroquerie à la petite semaine qui ne concernera que quelques voitures. Mais elle révèle aux enquêteurs ses talents d'arnaqueur ainsi que ses capacités à extorquer des sommes importantes sans aucun scrupule, y compris à ses intimes. Il a toujours fait croire à son entourage que ses affaires étaient prospères, qu'il gagnait bien sa vie. Mais c'est faux. Xavier Dupont de Ligonnès est acculé. Il n'a plus un sou, il est poursuivi par ses créanciers. Il cache cette réalité à son entourage. Comme par exemple à Catherine, la fameuse maîtresse, à qui il demande une aide financière quelques mois avant le drame. Cette dernière maîtresse, elle a tout pour intéresser les enquêteurs de la PJ. C'est-à-dire que c'est sa dernière passion. C'est un peu la dernière personne qu'il a pu mystifier parce qu'ils ont eu une liaison il y a des années et des années, alors qu'ils étaient très très jeunes. Ils se retrouvent par les miracles d'Internet, de Facebook et de ce genre de choses. Et il va lui compter fleurette, comme on dit. Elle est célibataire, elle a pas mal d'argent, elle a bien réussi, elle descend dans les grands hôtels, elle mange dans les bons restaurants, et donc tout de suite, Xavier va sentir qu'il y a peut-être du grain à moudre dans cette affaire, et il va la séduire. Et ce qui se passe avec sa dernière maîtresse connue, à laquelle il emprunte 50 000 euros
50 000 €, c'est quand même une belle somme. Elle lui prête ces 50 000 € croyant les lui prêter pour qu'il monte une affaire. En fait, ces 50 000 € vont lui servir uniquement à boucher des trous, à rembourser des dettes antérieures. Même si elle est très séduite par le personnage, c'est une femme d'affaires, hein, Catherine, elle prend le soin de lui faire signer une reconnaissance de dette, parce que bon, 50 000 €, c'est pas le bout du monde, mais c'est quand même une somme rondelette. Et il se sert de cette somme-là pour aller flamber un peu, aller dans les bons restos. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Xavier Dupont de Ligonnès. Catherine flaire en effet très vite la supercherie. Donc elle mandate un huissier pour récupérer tout ou partie des 50 000 € dont elle s'est fait enfler quelque part. Et l'huissier est sur le point d'arriver chez la famille Dupont de Ligonnès. Et c'est peut-être ça qui déclenche ce qui devait se produire un jour ou l'autre. Mais ça se produit à ce moment-là, c'est-à-dire cet homicide de toute la famille. Des personnes flouées, les enquêteurs comprennent que le père de famille en a laissé beaucoup derrière lui. Il n'hésitait pas, en effet, à manipuler tout le monde, même ses plus proches amis, car il exerçait sur eux une forte emprise psychologique. On se rend compte que Xavier Dupont de Ligonnès avait une relation un peu spéciale, un petit peu malsaine avec ses deux meilleurs amis. Et on sent qu'il exerçait une sorte d'emprise un peu sur les deux depuis des années et des années, des dizaines d'années. Il n'hésitera pas à instrumentaliser les sentiments amoureux d'Emmanuel, son ami d'enfance, pour régler ses propres dettes. On comprend aussi que, profitant de cet amour un peu éperdu, un peu platonique, Xavier aurait profité pendant toutes ces années de tout ça pour soutirer de l'argent à Emmanuel. Et là encore, cet ami intime de Xavier Dupont de Ligonnès va connaître un destin tragique. Le 18 janvier 2020, la maladie l'emporte à l'âge de 60 ans. Emmanuel meurt seul, détruit et totalement ruiné. Xavier Dupont de Ligonnès apparaît désormais sous un jour très sombre. Ce serait un manipulateur doublé d'un escroc. Mais ça n'est pas tout. Une dernière révélation vient en effet achever ce portrait stupéfiant. L'enquête dévoile qu'à la manière d'un pervers narcissique, il veut tout contrôler, y compris dans sa vie intime. Il y a eu une relation extra-conjugale entre Agnès Dupont de Ligonnès, la femme de Xavier, et son meilleur ami, en l'occurrence Michel Rétif. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès a eu vent de cette relation et que non seulement il va l'accepter, mais en plus il va s'immiscer totalement dans cette relation. Il va initier une sorte de ménage à trois, un petit peu contraint et forcé par le chef de famille, on va dire, où il va organiser des séances de triolisme dans des chambres d'hôtel à Nantes ou ailleurs, où il va s'ériger un petit peu en responsable des opérations, en décernant tel bon point à son épouse, tel bon point à son ami. Au final, avec cette enquête, le grand public découvre que la police traque un personnage beaucoup plus complexe qu'on imaginait. Mais si elle éclaire l'affaire d'un jour nouveau, elle ne répond toujours pas aux questions les plus importantes. Xavier Dupont de Ligonnès est-il toujours en vie? Se cache-t-il au bout du monde après avoir refait sa vie? Ou, comme certains le pensent, s'est-il tout simplement suicidé? À ce jour, impossible de mettre un point final à cette histoire.